Il y a un tableau de Van Gogh que vous avez probablement déjà vu. Un vase, des pétales jaunes et un nom que tout le monde connaît. Mais si la véritable histoire derrière ce tableau ne concernait pas seulement l'homme qui l'a créé, mais aussi la femme qui a veillé à ce que nous nous en souvenions, dans cet épisode, nous suivons des coups de pinceau et des lettres, le chagrin et un amour obstiné, d'un grenier parisien au cabinet d'un médecin, pour découvrir le fil fragile qui a porté l'héritage de Vincent Van Gogh dans le monde. Bienvenue chez Gateway Books par Crestance, où nous explorons les histoires qui relient la fiction historique aux réalités du passé. Je suis votre hôte, Cindy Cruz. L'épisode d'aujourd'hui parle d'art, mais pas seulement de celui qui est exposé dans un musée. Il s'agit des réseaux fragiles qui maintiennent la mémoire vivante, des personnes qui préservent ce que d'autres oublient, et du travail invisible derrière l'héritage culturel. Nous commençons avec La vie secrète des tournesols de Martha Molnar, un roman à double temporalité qui met en lumière la vie et l'œuvre de Johanna Van Gogh, la belle-sœur de Vincent, et peut-être la raison la plus importante pour laquelle nous connaissons son nom. À travers la fiction, nous obtenons un aperçu nuancé de son chagrin, de sa détermination et du fil invisible entre création et préservation. Nous nous tournerons ensuite vers Vincent et Théo de Deborah Heiligman, un récit tendre et détaillé de la relation entre les deux frères, non seulement en tant qu'artiste et mécène, mais aussi en tant que deux hommes essayant de naviguer dans la solitude, la maladie mentale et une croyance en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et enfin, nous examinerons Portrait du docteur Gachet par Cynthia Saltzman, un livre de non-fiction qui retrace le parcours étrange et quelque peu troublant de l'un des tableaux les plus célèbres de Van Gogh. C'est une histoire de collectionneur, de politique, de valeurs et de la question inconfortable de savoir qui profite de la douleur. Ensemble, ces livres forment une sorte de triptyque, un panneau sur l'amour et le travail, un sur la fraternité et l'art, et un sur l'héritage et la perte. Si cet épisode vous touche, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, et de visiter crestance.com pour en savoir plus. Maintenant, commençons. Dans La vie secrète des tournesols, Martha Molnar nous offre bien plus qu'un aperçu de la vie de Vincent Van Gogh. Elle nous donne accès à la femme qui a veillé à ce que nous nous souvenions de son nom, Johanna Van Gogh Bonger, souvent mentionnée en passant, si tant est qu'elle le soit. Mais ici, sa voix émerge comme le centre de l'histoire, non pas comme un accessoire à la grandeur, mais comme une figure de ténacité, d'intellect et de détermination silencieuse. Avant d'être veuve ou gardienne d'un héritage, Johanna était une penseuse, une lectrice, une femme avec ses propres ambitions. Elle avait étudié la littérature anglaise, passé du temps à l'étranger et était attirée par les idées, les livres, la philosophie, les conversations qui dépassèrent la sphère domestique. Et comme beaucoup de femmes de son époque, elle vivait entre deux possibilités, la vie qu'elle aurait pu construire selon ses propres termes et la vie permise par la société. Mais même dans ses limites, Johanna conservait un sens de l'orientation et une vie intérieure profonde. Sa relation avec Theo Van Gogh fut brève en années, mais profonde en intensité. Ce n'était pas seulement un mariage d'affection, bien qu'il y ait eu de la tendresse. C'était une rencontre des esprits. Theo, un marchand d'art avec une vision, mais pas toujours les moyens, reconnaissait l'intelligence de Johanna. Il ne l'a pas épousée pour le statut ou la facilité. Il l'a épousée en sachant que son esprit pouvait égaler le sien. Ils échangèrent des idées, partagèrent des espoirs, et surtout, ils avaient une croyance en l'œuvre de Vincent qui frôlait le sacré. Leur vie ensemble était marquée par l'incertitude, la maladie, les voyages, l'ombre toujours présente de la santé mentale déclinante de Vincent. Et puis, en succession rapide, les deux frères disparurent. Vincent par suicide. Théo affaibli par la maladie et le chagrin. Johanna se retrouva avec un enfant, un foyer, et ce que le monde de l'époque aurait pu appeler un fardeau. Des piles de peintures invendues de Vincent et des lettres que personne n'avait pris la peine de lire. Et ce n'était pas seulement de la négligence, c'était du rejet. Le monde de l'art, même après la mort de Vincent, rejetait son travail comme étant erratique, grossier, sans importance. Les critiques trouvaient son coup de pinceau amateur. Les propriétaires de galeries refusaient d'exposer ses peintures. Les collectionneurs les ignoraient. Les mêmes personnes qui avaient ignoré Vincent de son vivant continuaient maintenant à le nier après sa mort. Pour Johanna, ce n'était pas seulement une tragédie personnelle, c'était un effacement qu'elle refusait de permettre. La vie secrète des tournesols capture ce tournant dans son parcours,
avec une précision émotionnelle. Elle a répondu non pas avec désespoir, mais avec détermination. Elle a commencé à organiser des expositions. Elle a encadré l'art de Vincent avec contexte et soin, et elle a offert quelque chose que personne d'autre ne pouvait, un accès au monde émotionnel et philosophique de l'artiste à travers les lettres que Vincent avait écrites à Théo. Plutôt que d'attendre la validation d'un monde de l'art réticent, elle a créé sa propre structure de mémoire, une lettre, une toile, une conversation à la fois. Elle a fait tout cela en élevant seule un enfant, sous pression financière, sans aucune certitude que ses efforts mèneraient quelque part. Mais elle n'a pas arrêté. Ce roman ne présente pas sa force comme un miracle, il la présente comme un choix répété, délibéré et ancré dans l'amour. La structure à double chronologie de Molnar, tissant le récit historique de Johanna avec une intrigue contemporaine centrée sur la découverte de ses lettres, nous rappelle que l'héritage ne concerne pas seulement ce qui survit, mais aussi ceux qui le maintiennent en vie. Le passé ne persiste pas de lui-même. Il est souvent porté par des mains dont nous avons oublié le nom. En Johanna, nous voyons ce que signifie se souvenir intentionnellement, préserver non par sentiment, mais par conviction. Son chagrin est devenu une sorte de carburant, son amour, une fondation, son intellect, un guide, et sa voix, longtemps mise de côté, émerge ici non pas comme un murmure, mais comme un courant constant et implacable. Sans elle, il n'y a pas d'archives, pas d'exposition, pas de renommée posthume, pas de mythe. Sans Johanna, Vincent van Gogh aurait pu rester un nom perdu dans une lettre ou une peinture laissée à s'effacer dans un grenier. Ce que nous offre la vie secrète des tournesols, ce n'est pas seulement son histoire, c'est le rappel que ceux qui préservent la mémoire façonnent l'histoire tout aussi sûrement que ceux qui la créent. Avant que Johanna puisse préserver l'héritage de Vincent, elle devait le comprendre, et une grande partie de ce qu'elle a appris se trouvait dans les lettres entre les frères. Ce qui se dévoile dans Vincent et Théo de Deborah Heiligman n'est pas seulement une biographie, c'est une carte intime de deux vies liées par l'art, la maladie et la dévotion. Si la vie secrète des tournesols nous montre ce que signifie perpétuer un héritage, Vincent et Théo révèlent ce qu'il en coûte de le créer en premier lieu. Dans Vincent et Théo, Deborah Heiligman nous offre un portrait, non pas d'un seul homme, mais de deux. Et ce faisant, elle nous propose une version de Vincent van Gogh que nous voyons rarement. Ce n'est pas le génie mythifié du grenier, ni la figure troublée réduite à un ciel tourbillonnant. C'est Vincent en dialogue, Vincent en tant que frère, Vincent faisant partie de quelque chose de profondément humain. Et à ses côtés, Théo, le frère qui payait les factures, qui lisait les lettres, qui se tenait au bord de son génie et de ses effondrements, et qui ne s'éloignait pas. Le livre s'appuie presque entièrement sur les vraies lettres que les frères ont échangées pendant près de 2 décennies. Heiligman ne les embellit pas avec des dialogues fictifs ni n'impose une trame dramatique. Au lieu de cela, elle laisse la correspondance façonner le rythme de la narration. Et ce qui en ressort est quelque chose de plus intime qu'une biographie. C'est quelque chose de plus proche de la mémoire. Nous voyons Vincent non pas comme un génie isolé, mais comme quelqu'un profondément dépendant de la connexion. Il écrit à Théo au sujet de la peinture et de la théologie, de la faim et des couchers de soleil. Il demande de l'argent, du pardon, de la foi. Et Théo, stable, surmené et souvent malade lui-même, répond avec patience, perspicacité et plus qu'un peu de peur pour la santé mentale de son frère. Leurs lettres deviennent des bouées de sauvetage. Elles sont pleines de répétitions et de désirs, et avec le temps, elles commencent à se faire écho. Vous pouvez sentir le travail émotionnel s'étendre sur la page. Un frère essayant de rester en vie, l'autre essayant de le maintenir là. Les lettres elles-mêmes sont là où le livre respire plus profondément. Heiligman s'en inspire non seulement pour façonner le récit, mais aussi pour préserver la voix de chaque frère. Brute, directe, non polie. Vincent écrit dans l'urgence, parfois elliptique, parfois presque trop, désespéré d'expliquer une pensée avant qu'elle ne lui échappe. Ses lettres oscillent entre l'exaltation et le désespoir, entre la théologie et la technique. Il peut décrire une meule de foin avec la même urgence qu'il utilise plus tard pour décrire son propre effondrement.
Il n'y a pas de mise en scène, juste de l'honnêteté, une honnêteté épuisante, lumineuse. Théo, en revanche, écrit sous la pression de la responsabilité. Ses lettres sont réfléchies, souvent plus calmes, mais non sans tension. Il ne fait pas que répondre à Vincent. Il l'absorbe. Il essaie de le rassurer. Il essaie de faire de la place pour son intensité tout en maintenant sa propre vie. Ce que Heiligman nous montre, sans exagérer, c'est comment ces lettres sont devenues leur espace commun, un espace où l'amour était mis à l'épreuve, mais aussi réparé. Et dans le rythme de ces échanges, les frustrations quotidiennes, les questions métaphysiques, le silence lorsqu'une lettre n'arrivait pas, nous commençons à comprendre ce qu'était vraiment ce lien. Pas seulement du soutien, pas seulement de la croyance, mais une sorte de survie qu'ils ont construite ensemble, mot par mot. Heiligman rend justice à Théo, et ce n'est pas une mince affaire. Dans de nombreux récits, Théo est un personnage secondaire, le marchand d'art qui a financé un génie. Mais ici, il est pleinement développé. Il lutte contre la dépression. Il travaille sous pression. Il croit en un art que personne d'autre ne veut acheter. Il n'est pas simplement généreux, il est épuisé, parfois rancunier, et toujours profondément humain. La loyauté n'est pas idéalisée, mais rendue visible. Cela lui coûte quelque chose. Et Vincent, malgré toute son intensité, n'est pas présenté comme un fardeau. Il est d'une intelligence féroce, parfois difficile, souvent accablant, mais il est aussi conscient du poids qu'il impose à Théo. Il se qualifie de raté, de déception, de fou. Il sait ce que cela signifie d'être un frère, même quand il ne peut pas agir comme tel. Et dans cette tension, cet amour et cette pression, le livre trouve son cœur. Il y a un passage vers la fin du livre où Théo écrit à propos de Vincent « Ce qu'il a dans l'esprit, c'est tellement beau, mais lui-même, il ne peut pas toujours le supporter. » Cette phrase est lourde de sens, car Vincent et Théo n'est pas une histoire de succès. Elle ne se termine pas par une exposition triomphante ou une reconnaissance. Elle se termine par le chagrin. Avec Théo mourant 6 mois après Vincent, leurs héritages presque perdus, leurs œuvres invendues, leur vie négligée. Et pourtant, l'histoire que raconte Heiligman n'est pas celle de la futilité. C'est une histoire de dévouement, de 2 vies vécues en concert, pas toujours harmonieusement, mais toujours en relation. L'art que nous associons à Van Gogh, les champs de blé, les tournesols, les ciels étoilés, existe en partie parce que Théo l'a rendu possible. Il envoyait de l'argent, il payait la peinture, il encadrait les œuvres, mais plus que cela, il écoutait, et peut-être plus important encore, il croyait. Il y a un moment dans le livre où Heiligman nous rappelle que Théo est mort avec des centaines de peintures de Vincent en sa possession, non pas parce qu'elles étaient sans valeur, mais parce que personne d'autre n'en voyait encore la valeur. Il les a gardées, non pas en tant que collectionneur, mais en tant que frère, et cette distinction est importante. Ce qui rend Vincent et Théo si émouvants, c'est sa retenue. Il n'impose pas de signification à la vie des frères. Il nous permet de les voir tels qu'ils étaient, imparfaits, passionnés, pleins d'espoir, désespérés, et ce faisant, il restitue quelque chose qui est souvent perdu lorsque nous parlons des artistes, leur humanité. Ce n'est pas une histoire de génie, c'est une histoire de soin. D'une certaine manière, ce livre est un frère discret de la vie secrète des tournesols. Là où Johanna se bat pour la mémoire, Vincent et Théo se battent pour la compréhension, entre eux, avec le monde et avec eux-mêmes. Leurs lettres sont remplies de questions. Cette vie en vaut-elle la peine? Ce travail aura-t-il jamais de l'importance? Peux-tu encore m'aimer, même quand je me désintègre? Et encore, la réponse est oui. Ce qui reste avec le lecteur n'est pas seulement une tristesse pour ce qui a été perdu, mais une gratitude pour ce qui a été préservé. Heiligman nous offre non seulement un aperçu du monde privé de 2 frères, elle nous donne l'architecture du soin qui a rendu possible l'œuvre de Vincent van Gogh. L'art a perduré, oui. Mais il a perduré parce que quelqu'un était là pour le rattraper avant qu'il ne tombe. Dans ce cas, 2 personnes.
L'une qui l'a créé et l'autre qui est restée à ses côtés suffisamment longtemps pour s'assurer qu'il survive. Si Vincent Théot nous donne l'âme de l'artiste, le portrait du docteur Gachet nous confronte à ce qui arrive à cette âme une fois que le monde décide qu'elle a de la valeur. Le livre de Cynthia Salzman ne détourne pas le regard de la beauté de l'œuvre de Van Gogh, mais il ne recule pas non plus devant la machinerie qui l'entoure, les collectionneurs, la politique, la possession et le prix. Ce n'est plus une histoire entre frères ou veuves, mais une question de marché et d'institution, et la question troublante de ce que cela signifie lorsqu'une vie autrefois négligée devient soudainement estimée à des millions. Là où La vie secrète des tournesols et Vincent et Théo se concentrent sur l'amour, la mémoire et la connexion humaine, le portrait du docteur Gachet tourne l'objectif vers ce qui se passe lorsque l'art entre dans le monde du pouvoir et de la possession. L'exploration de Cynthia Salzman suit une seule peinture à travers plus d'un siècle de mouvements. De l'atelier de Van Gogh aux collections privées, des salles de stockage nazies, des murs de musées, des maisons de vente aux enchères, et enfin, à un acheteur mystérieux dont l'identité est restée cachée pendant des années. Le docteur Paul Gachet était un médecin homéopathe qui soigna Vincent durant les derniers mois de sa vie. Leur relation était inégale, marquée par la tension et une reconnaissance mutuelle. Vincent a peint 2 portraits presque identiques de lui, tous 2 intenses, presque insupportables dans leur mélancolie. Dans l'un d'eux, Gachet s'appuie sur une table, sa main soutenant un visage marqué par la fatigue. Une branche de digital, utilisée pour traiter les affections cardiaques, repose à proximité, comme une pensée fugace ou un présage. Le tableau est saisissant, mais il n'a pas toujours suscité la révérence. Après la mort de Gachet, il a discrètement circulé entre les mains de sa famille, puis dans les chemins obscurs du marché de l'art européen. Pendant le régime nazi, il a été confisqué dans le cadre de la campagne contre ce qu'on appelait l'art dégénéré. Il est resté en stockage, menacé de destruction jusqu'à ce qu'il soit discrètement vendu. Non protégé, mais liquidé. L'une des œuvres les plus personnelles de Van Gogh est devenue une monnaie d'échange, passant entre gouvernement et galerie. Sa signification érodée par la paperasse et le profit. Et puis, des décennies plus tard, il a refait surface. En 1990, le portrait du docteur Gachet a été vendu chez Christie's pour 82,5 millions de dollars. Le prix le plus élevé jamais payé pour une peinture à cette époque. Un portrait autrefois considéré comme troublant, voire jetable, est soudainement devenu un symbole de prestige. Un instrument financier, un prix. L'homme qui avait tenté d'apaiser les derniers mois de Van Gogh regardait maintenant solennellement depuis les pages de catalogue et les enchères, son image transformée en quelque chose de bien éloigné de la tristesse silencieuse qu'il avait autrefois façonnée. Salzman ne cherche pas à sensationnaliser la montée en valeur des peintures. Au lieu de cela, elle laisse les faits raconter leur propre histoire, une histoire de dissonance et de distorsion. Elle retrace l'histoire non seulement du docteur Gachet, mais aussi de la manière dont l'ensemble de l'œuvre de Van Gogh est passé du rejet à la révérence. Des peintures qui autrefois languissaient dans des entrepôts sont maintenant exposées derrière des vitrines, entourées de sécurité et d'acclamation. Leurs créateurs sont depuis longtemps disparus. Leur souffrance mythifiée, leur humanité, parfois oubliée. Nous sommes invités à suivre la peinture, non pas comme un chef-d'œuvre, mais comme un objet en mouvement, quelque chose d'emballé, poursuivi, contrôlé. À chaque chapitre, nous voyons comment la signification est façonnée par la propriété. Une génération rejette l'œuvre comme indécente, la suivante l'élève au rang de génie. Un gouvernement le qualifie de dangereux, un autre l'expose comme un trésor national. Et parfois, au milieu, le tableau perd quelque chose d'essentiel, non pas sa beauté, mais son intimité. La force de Salzman réside dans sa capacité à résister aux conclusions faciles. Elle ne nous demande pas de rejeter les institutions qui préservent l'art, ni de romantiser la pureté de l'obscurité. Au lieu de cela, elle met à nu les contradictions. Elle nous rappelle que la valeur et la richesse ne sont pas les mêmes, que qualifier quelque chose d'inestimable n'est pas la même chose que comprendre ce qu'il représente. Il y a une sorte de solitude dans le voyage du tableau. Retiré des murs, emballé pour le transport, enveloppé de silence et de paperasse. Le portrait du docteur Gachet devient un écho, de Vincent
du docteur Gachet, d'une époque où aucun d'eux n'était encore un symbole. Le tableau survit, mais le monde qui l'habitait autrefois, une pièce en France, un dernier mois, un éclat de compagnie incertaine, ne survit pas. Et pourtant, la survie importe. Que la peinture existe encore est remarquable. Qu'elle attire l'attention, même maintenant, est une sorte de témoignage non seulement de la vision de Van Gogh, mais aussi de la manière fragile dont le sens est transmis d'une main à l'autre. Qu'elle soit accrochée dans un musée ou qu'elle disparaisse dans un coffre-fort, elle porte avec elle le poids à la fois de la présence et de l'absence. Dans le contexte de cet épisode, le portrait du docteur Gachet devient le panneau final d'un triptyque, non pas un portrait d'un homme, mais un portrait d'un héritage lui-même. Nous avons commencé avec Johanna, qui a protégé, puis Théo, qui a soutenu. Maintenant, nous arrivons au marché ouvert, où l'art devient un actif et la souffrance devient vendable. Chaque partie de l'histoire est vraie. Chaque partie nous laisse mal à l'aise. Saltzman ne moralise pas, elle n'en a pas besoin. La tension parle d'elle-même. Une peinture née de la maladie et de l'empathie devient une marchandise. Un homme qui ne pouvait pas se permettre d'acheter de la peinture devient une marque valant des milliards de dollars. Un dernier portrait, sobre, tremblant, devient un substitut pour tout ce que le monde a choisi de ne pas voir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et pourtant, nous regardons. Il y a un mythe auquel nous aimons croire, que la grandeur sera toujours reconnue, que l'art s'élèvera de lui-même, que la vérité trouvera son public. Mais l'histoire de Vincent van Gogh et l'histoire qui l'entoure nous disent le contraire. L'héritage n'est pas inévitable. Il est fragile, il est humain, et il dépend toujours des mains qui le tiennent. Johanna van Gogh n'a pas hérité de la célébrité, elle a hérité du chagrin, d'un enfant et d'une pile de tableaux que personne ne voulait. Mais elle a choisi de se souvenir, de se battre pour la beauté dans un monde qui ne la voyait pas encore, et parce qu'elle l'a fait, quelque chose a perduré. Théo a donné plus que de l'argent, il a donné de la croyance. Il a écouté, répondu, enduré. Dans ses lettres, nous trouvons non seulement du soutien, mais aussi un témoignage, celui qui affirme l'existence de quelqu'un, même lorsque le monde se détourne. Et puis, il y a le portrait du docteur Gachet et la vérité compliquée que la survie ne s'accompagne pas toujours de révérence. L'art perdure, mais comment il perdure et pourquoi et pour qui, ce sont des questions que nous devons continuer à poser. Cet épisode ne concerne pas seulement Van Gogh, mais tous les noms oubliés et les mains discrètes qui rendent le souvenir possible. Et le défi silencieux qu'il nous laisse, non seulement créer, mais aussi prendre soin. Non seulement admirer, mais préserver, avec clarté, avec amour et avec le courage de faire avancer quelque chose, même quand personne ne regarde. Merci de m'avoir rejoint dans cet épisode de Gateway Books par Crestance. Si les histoires que nous avons explorées aujourd'hui vous ont touché, si elles vous ont fait réfléchir ou regarder un peu plus longtemps une peinture que vous pensiez connaître, j'espère que vous emporterez ce sentiment avec vous. Vous pouvez en trouver plus sur crestance.com, y compris des articles littéraires soigneusement conçus, inspirés par les idées que nous explorons ici. Des journaux aux objets pour la maison, tout est créé avec un seul but discret, faire de la place pour les histoires qui comptent. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et si vous connaissez quelqu'un qui aimerait cet épisode, partagez-le avec eux. Chaque auditeur aide à faire vivre ce projet. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à lire, à vous souvenir et à trouver la beauté, même dans ce qui est négligé.